c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, nous reprenons aujourd'hui l'examen du modèle de sécurité de Bitcoin tel que se le représente Michael Saylor, CEO de MicroStrategy et SatsStacker à l'infini. Alors c'est un modèle à 7 couches dont nous avions abordé la dernière fois les dimensions énergétiques, technologiques et politiques. Ce qui nous avait frappé, je crois, dans le début de cet exposé, c'est la puissance et le caractère presque irrésistible des incitations que Bitcoin présente aux multiples acteurs du secteur de l'énergie et de la tech comme de la politique. Tous, ils semblent comme poussés à le rejoindre. C'est juste une question de temps. Un jour ou l'autre, ça devient évident pour eux. Et les voilà qui basculent, alimentant l'essor de Bitcoin, de toutes les formes de capital dont ils sont porteurs. Reprenons donc la lecture. Robert. Alors, le thème commun ici entre la couche énergétique de sécurité et la couche technologique de sécurité est le suivant. Bitcoin coopte ces industries, comme vous l'avez dit. C'est une source de demande d'énergie pratiquement insatiable et c'est une source de demande de semi-conducteurs. Michael, penchons-nous sur les semi-conducteurs spécialisés dans le minage. Les gens imaginent que l'énergie représente 60% des coûts des mineurs. En réalité, les mineurs dépensent de l'argent en énergie, puis ils en dépensent pour les machines de minage à semi-conducteurs et pour les centres de minage eux-mêmes. Le dissipateur thermique, l'ingénieur thermique, les générateurs, etc. Il y a donc une sacrée concurrence. La question est la suivante. Est-il préférable d'avoir des mineurs inefficaces avec de l'énergie bon marché ou des mineurs efficaces avec de l'énergie chère? Robert. Et dans quelle mesure coexistent-ils? C'était ma prochaine question. Les mineurs de nouvelle génération se tournent-ils vers les sources d'énergie plus chères, tandis que les modèles d'ancienne génération migrent vers les sources d'énergie moins chères, opérant ainsi côte à côte? Michael. Ouais. 3 générations de mineurs coexistent. En Chine, certains utilisent de vieux mineurs inefficaces avec de l'énergie gratuite. Quant aux États-Unis et en Amérique du Nord, les entreprises cotées en bourse font l'acquisition de machines de toute dernière génération, les plus onéreuses parce que leur énergie est plus chère, mais qu'elles disposent de plus de capital. Si j'ai un capital à hauteur de 500 millions de dollars, je dépense 60 millions pour acheter 10 000 S19, j'extrais 1 exahash avec 30 mégawatts et je gagne 120 millions de dollars par an. C'est un bon deal, non? Donc dans ce cas, vous auriez sans doute intérêt à acheter un meilleur équipement. À tout moment, je pense que vous trouverez 3 générations d'équipements de minage. Lorsque le prix est élevé, regardez le taux de hachage du réseau au premier trimestre. Il y a eu un moment où il a atteint 190 exahash. Je pensais que le pic était à 170, mais il y a eu une augmentation d'environ 10-15 exahash, sans doute consécutive à la mise en route d'équipements de minage de 3e génération. Et il y a une relation. Un S19 génère 40 cents par kilowattheure en ce moment. Donc il est rentable d'acheter de l'électricité jusqu'à 39 cents par kilowattheure. Un S9 était 5 fois moins efficace, donc les S9 étaient rentables à 8 cents par kilowattheure.
Mais si vous revenez une génération avant cela, si vous êtes 5 fois moins efficace que cela, vous êtes rentable à 1,5 cents par kilowattheure. Donc le point de rentabilité est une fonction du semi-conducteur ou des joules par terahash. C'est un moteur technologique, ce n'est pas un moteur énergétique. La plupart des gens qui modélisent le minage de Bitcoin ne se concentrent pas vraiment sur l'efficacité technique des mineurs. Et par mineur, je ne parle pas là de la machine de minage, non, je parle de l'opérateur de minage qui dispose d'un mélange d'appareils de première, deuxième et troisième génération que vous pouvez éteindre. Si le prix de Bitcoin dégringolait à 5 000 $, les gens éteindraient sans doute leur équipement de minage le plus ancien, à moins que l'énergie ne soit gratuite. Pas vrai ? Vous pouvez miner illégalement du Bitcoin avec de l'énergie gratuite si vous volez l'énergie. Mais si l'énergie coûte 3 cents par kilowattheure, vous allez éteindre votre ancien équipement et garder le plus récent en marche. Le système se corrige et s'adapte automatiquement. Lorsque le prix augmente, vous allumez l'ancien équipement. Toutefois, ce sont là des aspects transitoires, car le phénomène le plus important à considérer est que sur une décennie, l'efficacité technique du réseau de minage va augmenter d'un facteur 20 ou 100 en fonction de la vitesse à laquelle les mineurs mettent à jour les semi-conducteurs. Il y a bien des façons de pénétrer le réseau et d'en perturber l'équilibre. Pour un État-nation, une option consiste à miner à partir d'un volcan. Une autre est de concevoir une toute nouvelle famille d'ASIC. Intel ou Apple pourraient tout à fait décider d'entrer dans l'espace et le perturber, comme un grand producteur d'énergie. À ce jour, le facteur limitant est le nombre de machines de minage que vous pouvez acquérir. C'est bien parce que ça rend les choses assez prévisibles et ça nous garde à distance de comportements chaotiques. Donc en effet, si vous examinez ces deux couches de sécurité, la couche énergétique coopte les fournisseurs d'énergie du monde entier, tandis que la dimension technologique fait de même avec les fabrications de semi-conducteurs. Et si l'un d'eux, comme Bitmain, venait à acquérir trop de pouvoir, vous connaissez sans doute la célèbre expression de Jeff Bezos. Votre marge est mon opportunité. Autrement dit, lorsqu'une entreprise gagne trop de pouvoir, il ne s'agit pas là d'une ingénierie si compliquée que cela, vous savez. Concevoir des ASICs SHA 256, quelque chose de bien connu. Robert, c'est l'ajustement de la difficulté du capitalisme. Michael, et elles sont nombreuses, ces entreprises comme Qualcomm ou Intel, qui, lorsqu'elles sont sous pression, ont besoin d'un nouveau marché. Cela devient leur nouveau marché à mesure que le prix augmente. Autre point intéressant à cet égard, s'il n'y a qu'un seul fournisseur de mineurs SHA 256, Bitmain, cela ne crée-t-il pas une rareté artificielle du taux de hachage ? Si une telle rareté artificielle du taux de hachage existe, n'augmente-t-elle pas la rentabilité des mineurs de Bitcoin ? Et si la rentabilité des mineurs de Bitcoin augmente, plus de gens devraient vouloir entrer dans le business, non ? Et si c'est le cas, n'ont-ils pas besoin d'acquérir des machines de minage de Bitcoin ? Dans ces conditions, s'il y a de l'argent à l'infini, ne vont-ils pas trouver quelqu'un d'autre pour briser ce monopole ? L'énergie et la technologie représentent bien une partie essentielle de l'équation. Mais elles n'en constituent pas l'intégralité, car pour générer des hachages, je dois établir une ferme de minage de Bitcoin, un lieu physique. Je dois le faire en Islande, au Salvador, au Canada ou au Texas. Vous pouvez sans doute faire tourner votre validateur de staking sur une machine secrète dans votre sous-sol, mais vous ne pouvez pas faire tourner ainsi une installation de 150 MW. Pour cela, vous auriez besoin du soutien du maire, du comté ou bien du gouverneur. Vous pouvez considérer que c'est un inconvénient. En réalité, ce n'est pas le cas. Bien au contraire, c'est un avantage. Les mineurs de Bitcoin toquent à la porte partout dans l'univers à la recherche de juridictions politiques favorables. Si la ville de New York ne veut pas miner du Bitcoin, peut-être est-ce le cas du Texas, peut-être que la Floride le souhaite ou le Wyoming, pas vrai ? Et donc si la Chine n'en veut pas,
Alors peut-être bien que le Kazakhstan vous ouvre ses portes. En fait, plus un pays est irrationnel, plus le minage de Bitcoin est attrayant pour les autres. Lorsque la Chine a réprimé l'industrie du minage de Bitcoin, les revenus des mineurs ont doublé et leurs profits quadruplé. L'incitation à entrer dans le business du minage a augmenté. Ce que vous avez, c'est une dynamique tout à fait intéressante où les mineurs de Bitcoin s'associent non seulement avec les compagnies d'énergie et les entreprises technologiques, mais également avec des juridictions politiques et des politiciens. Cette situation hautement darwinienne est très intéressante. Que se passe-t-il si vous êtes un mineur de Bitcoin, que vous installez une ferme de minage d'1 milliard de dollars à New York et qu'un nouveau maire interdit le minage de Bitcoin ? Qu'advient-il de votre capital ? Pas moyen de le déplacer, n'est-ce pas ? Donc les mineurs mettent leur peau en jeu. Et de ce fait, ils doivent conduire leur analyse en bonne et due forme. Ils sont poussés à agir avec la diligence requise et une vision à long terme. Une personne qui mine du Bitcoin a un horizon de temps à 5 ans, 10 ans. Typiquement, vous voulez vous retrouver dans une juridiction où tout vous laisse penser que vous pourrez encore y miner du Bitcoin dans une décennie. Et cela vous incite à être plus sage et réfléchi. Et l'étape suivante, c'est « je viens d'investir des centaines de millions de dollars dans ce comté, je suppose que je devrais probablement contribuer à l'élection du comté et faire élire le maire, n'est-ce pas ?» Vous vous enracinez localement, parce que vous avez un intérêt à protéger, parce que vous avez quelque chose à perdre. Par conséquent, le réseau de minage de Bitcoin devient un réseau de lobbying politique pour Bitcoin, où chaque politicien qui a une ferme de minage de Bitcoin perçoit des recettes fiscales. Vous savez, lorsque New York a voulu interdire le minage de Bitcoin, ça a été bloqué par un politicien qui avait reçu une lettre du syndicat qui disait « Nous allons perdre des emplois ». Tout l'argent qui afflue pour établir des fermes de minage crée des emplois, génère des recettes fiscales, soutient les politiciens, produit des revenus massifs pour les entreprises d'ingénierie, pour les sociétés immobilières, pour les propriétaires, etc. Tout ça, c'est bon pour l'économie locale. Bitcoin apporte la prospérité partout sur Terre. Alors ok, il se peut que vous soyez un libéral en limousine dans l'Upper East Side et que vous déploriez cette utilisation de l'électricité. Mais d'un autre côté, si vous vivez au beau milieu de l'Afrique centrale, que vous avez un volcan ou une cascade et que 90% de votre population vit en dessous du seuil de pauvreté, qu'il n'y a pas d'industrie et que quelqu'un se présente à vous un jour en vous offrant des milliards de dollars pour attacher une turbine à votre cascade, comment vous vous positionnez par rapport à cette situation ? Robert, ouais, Bitcoin incite tout un chacun à interagir avec lui de façon à contribuer et à finalement assurer son succès. Ce qui est si difficile à comprendre ici, c'est qu'il ne s'agit en rien de quelque chose d'imposé. C'est tout simplement la théorie des jeux en action qui conduit les acteurs à s'impliquer et à devenir des composants à part entière du système Bitcoin. C'est comme si à chaque niveau, nous étions incités à l'aider à proliférer. Michael, 100 mégawatts valent 300 millions de dollars par an. Aucune chance que Netflix se rende au Salvador et leur offre 300 millions de dollars par an pour faire fonctionner un centre de données branché sur un volcan. Google ne se rendra pas en Afrique centrale, en Zambie, pour leur offrir 300 millions de dollars afin de faire tourner un data center. Cela ne se produira pas. Bitcoin est donc résolument une source d'espoir pour l'énergie. Il représente un espoir pour votre entreprise de semi-conducteurs, pour votre juridiction politique. Bitcoin résout un problème. Et parce qu'il peut se rendre n'importe où sur Terre muni d'une liaison satellite, Bitcoin est probablement une solution plus attrayante pour celui qui possède des ressources naturelles dans un pays pauvre que dans un pays riche. Le résultat, c'est un réseau de minage de Bitcoin qui se répartit automatiquement et de façon dynamique. Il trouve une réponse au problème où trouver l'énergie la moins chère dans une juridiction politiquement favorable. Problème résolu. Cela ne revient pas à trouver l'énergie la moins chère. Non, il doit s'agir d'une énergie bon marché provenant d'un fournisseur d'énergie de confiance dans une juridiction politique de confiance. Et la réponse, quelle est-elle ? Eh bien, la réponse se trouve dans un équilibre dynamique.
Cela change chaque semaine. C'était différent il y a 3 ans. Il y avait alors de l'électricité gratuite dans les provinces de Chine qui présentaient une capacité excédentaire de charbon. Vous pouviez y obtenir de l'énergie quasi gratuite, ok ? C'était gratuit, mais c'était pas politiquement stable. Vous pouvez désormais opter pour un endroit politiquement stable comme le Texas et l'obtenir pour 3 cents. Ou peut-être bien que vous l'obtiendrez pour 1 centime au Kazakhstan. Et vous pouvez vous rendre vers toute autre contrée. Vous pourriez aller à Cuba, par exemple, ou opter pour une ferme de minage clandestine au cœur de la jungle auprès de quelques seigneurs de guerre. Mais pour combien de temps, hein ? Le réseau de minage de Bitcoin se distribue continuellement. C'est organique. C'est comme se poser la question, à peine installés sur la surface de la Terre, où devrions-nous nous établir pour gagner notre vie sans souffrir de la famine ou des tornades ? La réponse est, vous n'en avez aucune idée. Tant que vous n'avez pas vécu 100 ans sur place, vous ignorez que ce lieu est régulièrement inondé. Quelle est la probabilité d'un tremblement de terre sur votre site préféré ? Eh bien, vous le découvrirez bien assez tôt. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, le réseau se distribue. Certaines personnes font de bons choix, d'autres font des choix imprudents. Il y a un côté antifragile à tout cela. Si vous faites des choix désastreux, vous vous retrouvez sans doute hors service dans les 36 mois. Si vos choix sont corrects, il est possible que vous duriez 3 à 10 ans. Puis il y a peut-être d'autres choix particulièrement éclairés qui vous permettront de tenir 100 ans. Mais peut-être que vous avez tout intérêt à opter pour ce lieu où tout est OK pendant 6 ans et où l'énergie coûte 1 centime, plutôt que cet autre endroit où tout se passe bien pendant 100 ans et où l'énergie coûte 5 centimes. On peut en débattre. Vous avez peut-être votre opinion là-dessus et on pourrait en discuter ad vitam aeternam, mais cela en vaut-il la peine ? Il vaut mieux simplement libérer la créature entière, laisser le monde entier fonctionner de manière darwinienne, compétitive, évolutive, à la Adam Smith. La leçon des marchés est que le marché est plus intelligent que quiconque d'entre nous. Lorsque je songe à ce que je savais sur un truc, la moitié du temps, je pensais bien connaître le truc, mais pourtant j'avais tort. Parfois j'avais raison, mais le marché est généralement plus malin que la personne la plus intelligente. Le minage de Bitcoin est donc ce marché dynamique qui maintient un équilibre en matière de sécurité en jouant sur les variables énergie, technologie et soutien politique. Ce qui nous amène à la 4e couche de sécurité. Robert, Michael, laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Donc Bitcoin explore toutes ces dimensions qu'il stabilise par ailleurs, mais cela s'applique-t-il également à la politique ? Michael. Oui, il se comporte comme un amortisseur de choc. Un amortisseur de choc politique et un amortisseur de choc énergétique. Tenez, imaginez donc, vous avez un régime politique, des ressources naturelles, mais une économie en chute libre. Bitcoin arrive. D'un côté, le mineur de Bitcoin peut générer 500 millions de dollars de revenus annuels, ok ? De l'autre, le mineur de Bitcoin peut déclarer qu'il ne viendra pas à moins de sentir qu'il va pouvoir opérer dans un régime stable. Vous connaissez cette phrase ? Je me suis marié et ma femme m'a donné envie de devenir un homme meilleur. En somme, en vous mariant, vous allez devoir abandonner certaines de vos habitudes de célibataire, pas vrai ? Et si vous avez un enfant, il vous faut être encore plus responsable. L'engagement envers une famille est stabilisant, parce que vous vous dites « fini toutes ces folies de quand je n'avais aucune autre responsabilité ». Dans les faits, si vous n'avez aucune industrie, vous n'avez absolument rien à perdre. À l'inverse, un pays qui compte une ferme de minage de Bitcoin a quelque chose à gagner, quelque chose à perdre. Saisissez la mine de Bitcoin et plus aucun autre mineur ne viendra chez vous, pas vrai ? C'est la même chose que de saisir du Bitcoin. Si vous rendez Bitcoin et son minage illégal dans votre pays, vous perdez tout ça. Mais si vous légalisez Bitcoin ou que vous l'accueillez et que vous faites de même pour le minage, vous en tirerez quelque chose. Et puis, rationnel que vous êtes, vous vous souvenez sans doute que votre prospérité, vous la devez à ce nouvel emploi. Et il n'est pas question pour vous de le perdre. Alors oui, par contre, si vous êtes sans emploi et sans abri, tout d'abord, vous n'avez rien à perdre. Maintenant, si quelqu'un place un revolver de $37 devant vous,
peut-être que ça vous semble tentant de l'utiliser. Si j'avais rien, je serais peut-être plus enclin à la violence. Pourquoi les gens ont-ils recours à la violence? Peut-être bien parce qu'ils sont désespérés. Si je me sens désespéré, je me tue ou je tue quelqu'un d'autre. Bitcoin est un espoir. Et donc oui, il est facteur de stabilité sur le plan politique, car il offre une porte de sortie à celui qui ne parvient pas à trouver d'autre issue. Une fois que vous adoptez Bitcoin, vous constatez là quelque chose qui fonctionne et soudain, vous avez quelque chose à perdre et vous faites partie du réseau international Bitcoin, lequel possède une vertu civilisatrice bien à lui. Parce qu'après le minage de Bitcoin vient le hodling de Bitcoin, puis la banque Bitcoin, le commerce Bitcoin, la philosophie Bitcoin, et ainsi de suite. Robert. Donc, si l'on prend du recul, on doit pouvoir dire que les technologies numériques influent déjà sur la répartition géographique de la population par le biais du travail à distance, etc. Mais le minage de Bitcoin semble mesure d'avoir un impact plus significatif sur l'endroit où les gens vivent. Nous allons migrer vers ces sources d'énergie moins chères, installer un environnement politiquement stable et nous mettre au travail. Michael. Ouais. Le minage de Bitcoin vous permet de créer une oasis de prospérité autour d'une source d'énergie isolée. Si vous avez des matières premières isolées, quelle que soit l'énergie, vous pouvez établir une ferme de minage dessus et créer de la prospérité. Parce que Bitcoin monétisera n'importe quelle saveur d'énergie, quelle qu'en soit la fréquence, sans nécessité de bande passante et avec des besoins tout à fait négligeables en matière d'infrastructure. Explication assez technique aujourd'hui avec cette incursion dans le monde des mineurs, un aperçu des stratégies qu'ils mettent en place pour s'adapter à la volatilité du cours de Bitcoin. On parvient à se faire une première idée de la singularité du cycle de vie d'un appareil de minage ASIC, l'évolution du contexte de leur utilisation à mesure que les sociétés mettent à niveau leur parc. Certains d'entre eux, arrivés au bout d'une longue et laborieuse existence de hachage à l'infini, finiront désossés, découpés, mais certaines puces ASIC seront récupérées, ressuscitées dans des projets DIY de micro-mineurs où s'achèvera dans un cadre plus paisible leur vie de hacheur. Et c'est pas juste pour la déco. Figure-toi que l'autre jour, un Bitaxe, 100, 200 € à l'achat maximum, a réussi à miner un bloc. Oui, monsieur, 3,125 bitcoins de récompense. Et cet exploit statistiquement hautement improbable en a ému toute la communauté tweetos de bitcoiners. De quoi galvaniser un mouvement naissant qui veut démocratiser et décentraliser au maximum le minage de Bitcoin avec ses petits appareils. Et tu peux toi aussi en adopter un. Au-delà de leur côté ticket de loterie permanent, ces petites bêtes sont d'excellents outils éducatifs. Tu peux suivre leurs caractéristiques, leurs performances et petit à petit, tu te familiarises avec ce monde du minage. Alors, mon Nerdminer, par exemple, c'est mon premier petit jouet geeky en la matière. Il mine au rythme de 78 kg H par seconde, autrement dit que dalle. Mais c'est rigolo et je m'y suis attaché au point de lui trouver un grand frère. Ce Bitaxe, équipé d'une puce de Bitmain Antminer S19, il hache à raison de 400-500 GH par seconde. C'est beaucoup mieux, mais ça reste 2000 fois moins que la toute dernière génération de mineurs Bitmain, le dernier S21, qui mine au rythme record de 860 TH par seconde. Efficacité énergétique 13 joules par TH, absolument remarquable. Les performances de ces machines ne cessent de progresser et les entreprises de minage ont à peine réceptionné leurs commandes que de nouveaux modèles achèvent leur gestation. Il y a un côté roue de hamster dans ce business, à n'en point douter. Pas de quoi prédire l'avenir de la loi de Moore pour autant, à mon niveau, mais manifestement, il y a encore de belles évolutions. Ça veut dire que pour les mineurs, il faut bien calculer son coût. Revenons-en d'ailleurs aux sociétés de minage et aux choix stratégiques qui conditionnent leur survie.
Michael nous livre un aperçu du type de considération que toute prudente société de minage doit intégrer pour décider de leur prochaine destination. Quelle juridiction pour notre expansion? Quel prix du mégawatt pouvons-nous négocier? Quid de la stabilité politique? Où en est-on dans le calendrier électoral, au niveau local ou national? Comment le cadre réglementaire est-il en train d'évoluer? Quel accueil nous réserve-t-on? Qui sont nos alliés sur place, nos ennemis? À quelle force contraire devrons-nous faire face? Il y a de toute évidence encore un côté frontière dans ces aventures de mineurs. Des paris sur l'avenir, des partenariats signés sans garantie aucune de l'évolution des conditions d'opération. Bien des preneurs de décisions ne réalisent pas encore toute la nature géopolitique de Bitcoin. Et leurs décisions demeurent quelque peu imprévisibles. Et la désinformation dont Bitcoin continue à être victime, c'est pas complètement tari et en fait encore un bouc émissaire tout désigné dans de nombreuses situations. Bref, c'est le Far West, terre d'opportunités, Eldorado, Bitcoin is hope, nous rappelle Saylor. Ouais. Bitcoin, c'est de l'espoir, autant pour les sociétés historiques du secteur de l'énergie, à qui, on l'a vu, il redonne un nouveau souffle, que pour la stabilité politique d'une région, d'un pays. Bitcoin offre une issue, un deal gagnant-gagnant à tous ceux bloqués dans une impasse depuis trop longtemps. Ouais, une porte de sortie pour échapper aux griffes du FMI, pour se libérer de cette dépendance. Rien à perdre, saisir sa chance, rejoindre le réseau international Bitcoin, participer à son succès en tirant le plus grand bénéfice de ses insoupçonnables vertus civilisatrices. Tout un programme. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode. On se retrouve sans tarder pour continuer notre analyse de la sécurité multicouche de Bitcoin. Et d'ici là, porte-toi bien. Allez, ciao!